votre édition, l'agenda chargé du chef de l'État hier, le président a échangé avec l'émissaire du président gabonais, une délégation de Singapour et une délégation de la Chine. Le point de toutes ces audiences dans ce 13h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a aussi accordé une audience hier aux responsables du groupe chocolatier Mars. Le chocolatier Mars s'engage à investir 100 milliards de francs CFA dans le cacao ivoirien. Au Bénin, Patrice Talon prend acte de la démission de son ministre de la Défense. Il décide lui-même de gérer le portefeuille. Bonjour, bonjour à tous. On commence directement par les images du palais présidentiel où un conseil des ministres extraordinaire se tient en ce moment. Des décisions importantes seront prises pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Parlant justement de développement, c'est un conseil des ministres qui coïncide avec la clôture de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La conférence prend fin aujourd'hui après 3 jours de travaux intenses. Mardi, première journée, rencontre ouverte par le président Alassane Ouattara en présence de 3 chefs d'État africains qui ont exprimé leur vision de l'émergence. Hier, mercredi, réservé au panel pour évaluer les plans d'émergence pour l'Afrique. Aujourd'hui, 15h, la clôture. Nous aurons le journal de l'émergence depuis le Sofitel Hôtel Ivoire avec Alvorassa au cours de cette édition. Mais avant, on s'intéresse à l'agenda du chef de l'État. Hier, le président Alassane Ouattara a reçu plusieurs personnalités. Le point avec Viviane Aïmé. Présent à Abidjan, dans le cadre de la tenue de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, plusieurs chefs de délégation participants ont tenu à rencontrer le président de la République Alassane Ouattara. Reçu au palais présidentiel, le ministre gabonais de l'économie, Régis Imongo, est venu remettre au président de la République un message de son homologue et ami, le président Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le ministre gabonais d'échanger avec le chef de l'État ivoirien sur les moyens de renforcer les échanges entre les deux pays. Le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, se trouve confronté à certaines difficultés liées au contexte international. Bien sûr, les matières premières, le pétrole pour le Gabon, le cacao pour la Côte d'Ivoire. Et il est clair que la volonté partagée par le chef de l'État et son frère Ali Bongo Ondimba est d'aller vers un renforcement de la mutation, l'accélération des réformes structurelles pour arriver à une mutation de nos économies afin que ces économies diversifiées puissent être profitables pour le développement inclusif de nos États, donc un impact positif pour les populations et surtout aussi renforcer les échanges entre nous-mêmes, entre la Côte d'Ivoire et le Gabon et entre les économies africaines. Il est clair qu'au moment où la classe intermédiaire africaine est en train d'augmenter, de croître en matière de revenus, il faudrait que les pays africains puissent profiter de cela. Il faudrait qu'à travers la production des biens échangeables, les consommateurs africains puissent consommer aussi les produits africains. Donc ce sont tous ces aspects et j'ai profité bien sûr d'avoir des conseils du président de la République en matière de mise en œuvre des politiques économiques en tenant compte de son expérience passée au Fonds monétaire et son expérience de Premier ministre et son expérience de chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Ce sont 2 délégations chinoises, mais représentant chacune une entité propre. La délégation de Singapour, avec à sa tête le ministre du Commerce singapourien, Dr Koh Poh Koon, qui est venu adresser au président de la République une invitation officielle à visiter Singapour. Le président a une très grande vision pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes ici aussi pour partager notre expérience dans le domaine de l'émergence et du développement. Nous souhaitons aussi améliorer les échanges au niveau du gouvernement. Nous invitons que le président, l'Excellence, puisse venir visiter Singapour l'année prochaine. À travers cette visite, les relations du pays à pays et entre peuple à peuple soient renforcées. La 2e délégation chinoise, originaire de la Chine continentale, était conduite par le vice-ministre chinois du Commerce, son Excellence Qian Kemeng. Une visite pour resserrer les liens car la Chine et la Côte d'Ivoire entretiennent une bonne coopération.
Après le palais présidentiel, cap sur la primature, la bonne nouvelle, c'est que le chocolatier Mars s'engage à investir 100 milliards de francs CFA dans le cacao ivoirien. C'est l'information donnée hier au vice-président Daniel Kablan-Duncan par les responsables du groupe, Mahama Traoré et Awa Touré. Une nouvelle rassurante pour la filière cacaoyère ivoirienne à l'heure où elle traverse une zone de turbulence. La société Mars, géant mondial du chocolat, va investir 180 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs CFA dans le développement durable du cacao ivoirien sur la période 2017-2025. Mars concrétise ainsi un engagement pris devant Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre et aujourd'hui vice-président de la République. Une de nos premières priorités, bien sûr, sera de lutter ensemble contre le développement de la maladie du swollen shoot. Nous allons également contribuer au développement de la transformation locale et nous allons également travailler à la réhabilitation du parc agricole comme au développement des communautés. Peu avant la rencontre avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement ivoirien et le groupe Mars ont formalisé leur nouveau partenariat par la signature d'un mémorandum d'entente. Le deuxième du genre et qui porte à environ 160 milliards de francs CFA le niveau d'engagement du groupe Mars en Côte d'Ivoire depuis 2010. Nous sommes persuadés que ce partenariat est un partenariat qui sera fécond pour le bonheur d'une économie cacaoyère mondiale durable. Des acquis du premier mémorandum d'entente signé en 2010, il faut retenir la contribution de Mars dans la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base au profit des producteurs en milieu rural. Et parlant justement d'infrastructures, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, était à Yamoussoukro. Il a lancé hier les travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, long de 37 km, coût global 92,637 milliards de francs CFA. Le projet est cofinancé par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Il devrait s'achever dans 2 ans. Le calvaire des populations prendra fin donc dans 24 mois. Les premiers mots du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après le premier coup de pioche. L'objectif est de faire en sorte qu'aucune région du pays, je dis bien aucune région, ne soit en marge du développement car, et c'est connu de tous, la route précède le développement. C'est donc un chef de gouvernement heureux et comblé que je me retrouve ici ce jour pour présider en son nom la cérémonie de lancement des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, longue de 37 km. Mesdames et messieurs, le projet que nous lançons aujourd'hui vise à construire une autoroute de 2 fois 2 voies avec un terre-plein central de 12 mètres destinée à favoriser ultérieurement le passage à 2 fois 3 voies lorsque le trafic le nécessitera. D'un coût global estimé à 92 milliards 637 millions de francs CFA. Le projet est cofinancé par la BID à hauteur de 77 milliards de francs CFA et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Il devrait donc s'achever dans 24 mois. En plus des emplois permanents et occasionnels qui seront créés dans les régions, le lancement de ces travaux renforce la position de pôle régional de croissance dévolue à notre capitale politique. Je saisis cette solennelle occasion pour vous rappeler les instructions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, relatives à la qualité des travaux, à la durabilité des ouvrages livrés et au respect des délais contractuels. Instructions auxquelles vous avez pris l'engagement de vous conformer. Ce soir, notre reporter Herman Guivet reviendra largement sur le lancement des travaux de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou.
Dans l'actualité judiciaire, Simone Gbagbo, acquitté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre depuis 48 heures par la cour d'assises d'Abidjan. La même cour l'avait condamné déjà il y a 2 ans à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les Ivoiriens se sont prononcés sur le verdict dans ce reportage de Michel Digré. Le jury à la majorité a déclaré Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes. Tel est le verdict qui a sanctionné les 10 mois du procès de l'ex-première dame. Son avocat, maître Gadi Rodrigue, salue le courage des jurés. Je pense que les jurés et même les magistrats de la cour d'assises ont eu beaucoup de courage parce que ce n'était pas évident de rendre une telle décision dans un tel environnement politique. Condamné par cette même cour d'assises à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, faut-il voir dans ce verdict une indépendance de la justice ivoirienne? Les Ivoiriens se prononcent. Jusqu'à preuve du contraire, ce que je pensais de ce procès, c'était comme si on avait le résultat avant. Comme quoi elle allait être condamnée parce que ceux qui étaient en train de juger, c'est ceux qui sont au pouvoir. Donc j'avais déjà une idée arrêtée. Mais en voyant le procès se terminer ainsi, je pense qu'il y a un peu d'avancée. Et puis si on continue dans ce sens, ça va aller aussi dans le sens de l'émergence et puis dans le sens aussi des autres pays développés. Par rapport à ce qui vient de se passer avec l'acquittement de Mme Simone Gbagbo, on commence à voir que cette justice veut montrer un peu qu'elle n'est pas politarisée ou bien qu'elle n'est pas partisane. Voilà, c'est à ça qu'elle doit œuvrer. Surtout les sujets qui attrait au sujet d'ordre politique où il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup d'interprétations. Cette justice doit faire beaucoup attention. Le fait d'abord de faire des procès de ce genre en Côte d'Ivoire, c'est à saluer. Parce que ce n'était pas donné et puis ce n'était pas évident. On est habitué à voir un pays où la plupart on fait des compromis en fait. Lorsque ce genre de situation se passe, ça prouve que la Côte d'Ivoire a vraiment envie d'aller de l'avant. La Côte d'Ivoire veut avancer et nous saluons cela. Arrêté en avril 2011, Simone Yves Gbagbo était poursuivi pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2011. 50 tonnes de médicaments contrefaits saisis par la gendarmerie ici à Abidjan. La quantité saisie est estimée à 1 milliard de francs CFA. Les détails avec Hamza Diaby. Ce groupe de Chinois était passé maître dans la fabrication de comprimés, de gélules, de seringues, de produits injectables et de matières premières. Ce sont près de 50 tonnes de faux médicaments d'une valeur d'1 milliard de francs CFA qui sont saisis dans leur laboratoire de fortune aux 2 plateaux vallons dans la commune de Cocody et zone 3 à Marcory. Ce lundi, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur en second représentant le général de brigade Kwaku Kwadio Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, félicite l'ensemble des éléments de la section antidrogue de la maréchaussée ivoirienne pour cette prise. Il salue l'exemplarité dont ils font preuve et les encourage à continuer la lutte contre les trafics de tout genre pour la sécurité des populations. Selon le médecin-colonel-major Yaoundri, directeur des services de santé et de l'action sociale des armées, près d'un tiers des médicaments mis sur le marché provient de la contrefaçon. C'est un véritable danger pour la santé des populations. Pour lui, ces produits sont à l'origine des maladies qui inondent la société actuelle. C'est après 2 semaines de filature minutieuse que les gendarmes de la section antidrogue ont réussi ce coup de filet. Au cours de cette opération, 8 Chinois ont été interpellés, dont 3 déférés au parquet. L'un des membres de ce réseau est activement recherché. Dans moins de 2 heures, la clôture de la conférence internationale sur l'émergence, ouverte officiellement mardi, hier mercredi, était consacrée au panel sur l'émergence de l'Afrique. Ce jeudi à 15 heures, la rencontre va se solder par de grandes recommandations et résolutions. Nous retrouvons Alvor Assa depuis le Sofitel Hôtel d'Ivoire pour le journal spécial Émergence.
Bonjour Delphine, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI1. Nous sommes en direct de Sofitel Hôtel Ivoire pour le 3e et dernier jour de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est ouverte mardi ici à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Après 3 jours d'échange, c'est le mois de la restitution. Mais avant d'en parler avec notre invitée, madame Sylvie Nganso, elle est chef d'entreprise au Cameroun, il y a eu plusieurs panels dont un sur le rôle de l'économie numérique dans le processus de l'émergence. Les panélistes ont montré comment l'économie numérique est capitale pour tout pays qui aspire à l'émergence. Et c'est un reportage de Justine Seydjike. Les 7 panélistes membres de la société civile, ministres et représentants du secteur privé ont partagé leur vision du numérique qui, selon eux, doit soutenir l'émergence. Les dirigeants africains ayant pris la pleine mesure de la situation ont chacun élaboré et mis en œuvre des projets pour le développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100% de taux de pénétration en téléphonie mobile. Nous sommes aux environs de 40% d'utilisateurs de l'Internet en Côte d'Ivoire, une dizaine de millions sur les 24 millions de population. Nous sommes à 3 millions de personnes, par exemple, sur Facebook. Nous sommes à 300 000 personnes sur Twitter. Nous avons un service de mobile payment qui aujourd'hui progresse très fortement. Nous sommes aujourd'hui entre 7 et 8 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire de ce service. Plusieurs projets ont été entrepris par l'État, parmi lesquels on peut citer la connexion du Congo aux autoroutes de l'information à travers la station terminale de Matombi par le câble à fibre optique West Africa Cable System, WACS, depuis 2012. Il a été mis sur pied un projet de couverture nationale en télécommunication volet TIC. Tous préconisent la coopération sous-régionale et régionale des pays africains en matière d'éthique pour asseoir une économie numérique forte, important indicateur d'émergence. L'éducation, la formation des jeunes et la maîtrise de la démographie sont pour les experts présents à cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique une exigence. Les panélistes proposent une adéquation formation-emploi en s'appuyant sur les besoins des marchés. C'est avec Francis Boifo. Outre l'industrialisation, la modernisation des infrastructures économiques et l'amélioration du climat des affaires, aller à l'émergence nécessite un investissement dans le capital humain. La priorité reste l'adoption de nouvelles politiques d'enseignement dans les universités. Il faut se rapprocher de l'économie réelle et des entreprises. C'est-à-dire qu'on doit créer effectivement, je dirais, une nouvelle relation ou un nouveau cercle magique entre les pouvoirs publics, les universités et le monde effectivement de l'entreprise. Deuxième élément, baisser les coûts de formation. Et donc pour ça, il va falloir effectivement que l'Afrique engage une révolution numérique dans l'éducation. À ce niveau, la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence en 2020 a fait d'énormes progrès. Ce qui reste à faire, c'est de continuer la politique de décentralisation. San Pedro doit ouvrir, Bondoukou, il y a le village universitaire d'Adiaké. C'est aussi de professionnaliser nos formations académiques. Autre défi à relever par les Africains, la prise en compte du dividende démographique. Les études montrent qu'aucun pays émergent n'a actuellement plus de 3 enfants par famille en moyenne, alors qu'en Afrique, la moyenne d'enfants par famille est de 5. Ce que les États africains doivent faire, ils doivent mettre en place un ensemble de politiques, accélérer la transition démographique, c'est-à-dire le passage à un régime démographique moderne qui suppose un peu moins d'enfants, librement choisis. Les experts conseillent aussi une prise en compte des préoccupations du secteur informel. Pour l'ensemble des panélistes, il ne peut y avoir d'émergence sans des ressources humaines de qualité. Notre invitée est Madame Sylvie Nganso, elle est chef d'entreprise au Cameroun. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Madame, dites-nous tout de suite quel est le rôle des femmes dans le processus de l'émergence du continent africain. Bonjour Monsieur Alvorassa, je vous remercie pour cette invitation. Le rôle des femmes aujourd'hui dans le processus de l'émergence en Afrique est très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Afrique,
les femmes interviennent à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux du secteur. Ils sont présentes dans tous les secteurs économiques et même du plus bas niveau au plus haut, c'est-à-dire on les trouve sur les places de marché, dans les grandes entreprises, et il y a des femmes directrices de banques, PDG de grandes entreprises et de grands groupes. Et aujourd'hui, on trouve la femme partout. Donc l'émergence ne peut pas se faire sans le concours des femmes. Alors très bien. Au Cameroun, vous avez créé une tontine et cela marche même avec les femmes qui sont au plus bas niveau. Oui, je dirais que la tontine n'est pas une spécificité camerounaise. Oui, la mienne, je l'ai créée avec des amis il y a 25 ans. Elle continue à fonctionner très très bien au Cameroun. Mais ce qui est réel aujourd'hui, c'est que nous devons apporter des solutions au fait que les banques, l'accès au financement des projets est devenu de plus en plus difficile et les banques demandent de plus en plus de garanties et plus particulièrement sur des projets conduits par des femmes. Nous devons travailler sur des solutions qui peuvent être apportées par les tontines, à savoir aider les femmes à accéder au démarrage d'un petit projet, aider les femmes à accéder à un emploi, aider et multiplier donc des sources de financement et même, pourquoi pas, la tontine peut servir d'apport personnel dans le cadre d'un crédit bancaire. Et justement, comment? L'apport d'un crédit bancaire, on connaît le mode de financement au niveau des tontines, c'est tout petit quand même. Voilà, maintenant, quand une dame, par exemple, veut monter une grande entreprise, comment elle peut s'y prendre? Très bien. Moi, je vais prendre le cas du Cameroun aujourd'hui où la société privée s'est organisée et que nous avons des tontines à différents niveaux. Nous avons des tontines qui partent de 1000 francs CFA, je n'ose pas dire les montants ici, de très très gros montants qui font qu'aujourd'hui, sur la place au Cameroun, sur le marché, vous trouvez des tontines qui arrivent à faire de grosses levées de fonds et qui même s'organisent pour pouvoir monter de grands projets. Et cet exemple-là, nous devons le dupliquer et nous devons essayer de l'essayer ailleurs, dans d'autres pays africains. Et je pense que le patronat ivoirien, et pour le cas de la femme, avec la vice-présidente Madame Touré Massombe, peut justement prendre le taureau par les cornes et essayer de lancer cela au niveau des associations de toutes les couches de la population, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, que ce projet puisse prendre corps et que nous ne soyons plus, nous, femmes, chefs d'entreprise et femmes agricoles, etc., freinés par les problèmes de financement. Vous avez fait partager cette expérience lors de cette conférence, n'est-ce pas? Absolument, sur invitation de la Côte d'Ivoire. Tout à fait, mais il y a tout de même des risques avec les tontines. C'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes africains. Nous devons adapter tous les systèmes de financement en termes d'émergence. Nous devons adapter tous les conseils qui nous sont donnés à nos réalités africaines. Il faut savoir qu'on ne s'associe pas avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est le même système pour la tontine. La base de la tontine, c'est la confiance. Le risque, effectivement, c'est que un membre de la tontine puisse partir avec le capital de la tontine. Mais aujourd'hui, ce risque est diminué parce que les tontines en Afrique ont mis des gages et ce qu'on appelle les cautions. Il y a des avalistes, il y a des chèques de caution qui sont déposés, qui font qu'aujourd'hui, il y a très peu de membres qui sont capables de partir avec le capital d'une tontine sans pouvoir avoir les moyens de récupérer cet argent. Vous avez la possibilité de les poursuivre. Alors, madame, que retenir de cette conférence internationale sur l'émergence du continent africain? Vous êtes là depuis le début. C'est voilà, le dernier jour aujourd'hui, notre dernière préoccupation. Écoutez, nous allons tous, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose à Abidjan pendant ces 3 jours. Je pense que c'est le réveil définitif de l'Afrique. Et nous devons noter qu'à partir de maintenant, l'Afrique doit trouver des solutions. Les différents présidents de la République qui sont venus le premier jour, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous ont dit que l'Afrique doit d'abord compter sur elle. Nous partons d'Abidjan, fort de ces conseils-là, et nous devons trouver des solutions. Et j'espère que Abidjan, la conférence internationale 2017 d'Abidjan va pouvoir être le démarrage de l'Afrique nouvelle. Vous le savez, la Côte d'Ivoire veut être émergente à l'horizon 2020. Je pense que cela est largement possible. Voilà, très bien. Et le pays doit s'inspirer de la réussite des autres. Nous allons suivre ce reportage de Noël Niagno. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIFA 2017,
son ADN, le nombre de rencontres et la qualité des panélistes venus de partout avec pour objectif partager leurs convictions établies sur l'argumentaire du développement socio-économique et imaginer ainsi une Afrique prospère. Sur cette voie, les expériences vécues sont de puissants accélérateurs du processus. À titre d'illustration, les exemples de Singapour et de la Malaisie. Et nous sommes passés d'un pays du tiers-monde en 1965, où nous sommes devenus indépendants, jusqu'à un pays phare aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je peux donner des conseils à l'Afrique. Je peux cependant partager mon point de vue sur la transformation que nous avons observée. Tout d'abord, un peuple uni. Deux, des éléments clés, et vous devez éviter des pièges. Alors le gouvernement, pour être efficace, ce que nous avons fait au cours des dernières années, c'est d'avoir un pacte social entre le gouvernement et le peuple, donc l'unité. Il faut la confiance entre le gouvernement et la population. Donc nous sommes passés à la création des emplois et un logement accessible. Dans les années 60, à la période de notre indépendance, nous avons essayé de faire en sorte que chaque Singapourien soit propriétaire du pays. Parce que lorsque vous avez votre vie en main, vous œuvrez pour l'avenir. Les obstacles au développement ne sont pas ce qu'on appelle des obstacles naturels. Ce sont des obstacles artificiels et il est nécessaire qu'en tant qu'État développementaliste, nous puissions surmonter ces difficultés. Mais cela requiert une approche développementaliste de la part des gouvernements. Reste maintenant à exploiter ces vécus en leur imprimant la couleur locale pour éviter le copier-coller. Un début de réussite donc, parce que, dit-on, l'humilité précède la gloire. Les derniers panels se déroulent actuellement et nous allons rejoindre Alexis Ouedraogo pour en parler. À vous, Alexis. Bonjour Alvor, pour ce dernier jour de conférence, deux ateliers retiennent notre attention et se poursuivent encore ici à l'Hôtel Ivoire, tant les échanges sont dynamiques. Le premier porte sur l'entrepreneuriat féminin, le deuxième sur la préparation et l'accompagnement des jeunes vers des emplois décents. Les jeunes gens sont venus nombreux, le panel affiche complet. Ils sont venus écouter mais aussi contribuer à trouver des solutions pratiques à déployer sur le terrain, bien loin des dispositions qu'ils qualifient de théoriques qui sont couchées sur le papier mais n'ont pas réellement d'implication sur le terrain. Ici en Côte d'Ivoire, le problème des jeunes a 4 visages, celui juvénile, celui urbain, celui féminin, mais aussi celui de la durée, puisque les jeunes chômeurs le restent pendant longtemps. Le chômage des jeunes est 6 fois plus élevé que le chômage en général dans les pays africains. En solution énoncée, premièrement, la formation, le renforcement de la capacité des jeunes, l'équation emploi-formation. Il est aussi annoncé un dispositif stage-emploi pour permettre aux jeunes qui postulent pour des emplois d'avoir dans leur CV et bien de l'expérience professionnelle. Autant de points qui sont abordés au cours de ce panel dont on devrait avoir les grosses solutions en fin de journée. La conférence prend fin aujourd'hui sous le coup de 15h30 et bien la cérémonie de clôture. Merci Alexis Ouedraogo. Parlons avec Kwasi Mamadou de la matrice de l'émergence élaborée par un groupe d'experts. Voici son reportage. La bonne gouvernance, le développement du secteur privé, le leadership, les moteurs de croissance sont autant de critères de la matrice d'émergence, un travail mis en œuvre par un groupe d'experts africains. Les études ont permis de déterminer 2 types de pays émergents en Afrique. Il s'agit des girafes et des guépards. 6 pays qui sortent un peu du lot par rapport aux autres pays africains parce qu'ils ont une économie plus diversifiée et qu'ils offrent, on va dire, plus de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. Donc dedans, vous avez des petits pays africains qui sont comme les Seychelles, l'île Maurice, le Cap-Vert, mais vous avez également l'Afrique du Sud ou le Maroc qui donc émergent un peu du lot. Maintenant, la matrice nous a montré également qu'il y a 12 pays en Afrique, sur les 54, qui avancent beaucoup plus vite que les autres sur les 10 dernières années, en termes de maîtrise des fondements comme en termes d'impact socio-économique. Les experts soutiennent que plusieurs indicateurs sont pris en compte dans l'établissement de ces listes. Pour une croissance durable de nos pays et surtout de la Côte d'Ivoire, les spécialistes proposent. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas des filières économiques qui sont compétitives au niveau national, qui sont portées par des entreprises nationales qui créent de la richesse et des emplois et qui gagnent des parts de marché au niveau international. Les participants de ce panel donnent ici leur appréciation de ces propositions.
Les moteurs de croissance à vulgariser. Vous savez, il y a l'exemple des filières café-cacao sur lesquelles repose l'économie ivoirienne. Nous voulons aller à l'émergence, mais nous devons multiplier les étapes d'exploitation et de création d'emplois. Ça veut dire quoi? Qu'il ne s'agit plus simplement d'être premier producteur, mais il faut aussi aller jusqu'à la transformation. En clair, plus qu'une position, l'émergence est une trajectoire pour le développement de nos économies, mais surtout de nos États. Journée de restitution l'après-midi sera consacrée à la cérémonie de clôture avec la présentation et la déclaration de la conférence. Elles seront faites par Mardiaye, directeur du bureau régional pour l'Afrique du PNUD. Il y aura enfin le discours de clôture du vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan. Retrouvez toutes les vidéos de la conférence de l'émergence sur l'application RTI mobile anglais émergence. Merci de nous avoir suivis. À vous, Delphine Blas. Merci Alvor. La conférence internationale sur l'émergence prend fin ce jeudi, donc à 15h30, après 3 jours de travaux intenses pour le développement de l'Afrique. 2 brèves au plan national ce jeudi après-midi, le lancement de la 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anne-Mambo, en présence de la première dame Dominique Ouattara. Également cet après-midi, la réunion pour préparer l'organisation de ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. La rencontre se tient en décembre, ici même à Abidjan. Au Bénin, le premier conseil des ministres sans le ministre de la Défense s'est tenu hier. Le président Patrice Talon a enfin confirmé qu'il avait accepté la démission de son ministre délégué chargé de la Défense. Une démission annoncée par l'ex-ministre sur sa page Facebook lundi dernier. Jusqu'à nouvel ordre, le chef de l'État béninois va gérer lui-même le portefeuille. Voilà, et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.